On y va. Je me fais le plaisir de venir juste une seconde pour la deuxième ouverture, puisque j'ai intitulé ça des ouvertures, c'est-à-dire le propos de l'après-midi, qui va être tenu par Pierre-Damien Huyghe, qui est philosophe. Je pense que 99,9% des gens de cette salle le connaissent particulièrement bien ou connaissent particulièrement ses écrits, et notamment ce recueil qui continue en action, on va dire, sur à quoi tient le design, qui est de l'éditeur Incidence, l'incidence éditeur. Et alors sachez, moi comme ça je fais les annonces même commerciales de l'éditeur, pas de Pierre-Damien. Hein. Voilà. Il y a un dernier volume à paraître à l'automne 2024 qui s'intitule, c'est bien, Petit lexique pour le design. Ça va être très très utile. Mais donc, en dehors de cela, Pierre-Damien Huyghe est philosophe et il va professeur émérite à la Sorbonne, heureusement qu'il est là, merci. Et il va nous faire le plaisir de parler de la question de simplifier. Quand je lui parlais du simple, il me dit non. Il dit attends. Puis, alors ça va... Un mois plus tard, j'avais d'accord, ça s'appelle simplifier. Et ça va être un peu plus précis, je crois que ça sera plus autour de la simplification, oui, qui est encore une notion plus précise. Un mot est un mot pour Pierre-Damien Huyghe et je suis très très contente qu'il ait accepté d'intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on va donc écouter Pierre-Damien, et si je pouvais faire une petite phrase d'introduction, grâce à lui on va pouvoir contester les apparences. On vous écoute, Pierre-Damien. Merci beaucoup à vous deux, et votre présentation m'a enlevé une partie des phrases que j'avais prévu de dire pour commencer. J'ai intitulé en effet mon intervention de cet après-midi avec un verbe qui est simplifié, et comme tous les verbes, ça décrit une activité, si vous voulez. Si on simplifie, si on doit simplifier, ou s'il y a lieu de simplifier, c'est évidemment parce que le simple n'est pas déjà là. Voilà. Et en fait, ce sur quoi je voudrais vous faire un peu méditer cet après-midi, c'est au fond c'est quelque chose que je pourrais dire très très banalement, ça commence jamais de manière simple. Voilà. Ça commence jamais de manière simple, et en particulier, je ne vais pas le prouver cet après-midi, ça serait beaucoup trop long de le prouver, mais quand même y faire penser, en particulier dans le domaine des objets techniques, des inventions. Il ne faut pas croire que le premier état des inventions, ça soit la plus simple modalité dont ces inventions sont capables. Et donc je voudrais vous montrer, ou vous faire penser, que pour qu'une invention, c'est-à-dire a priori quelque chose de nouveau, s'installe, comme je dirais, dans la culture, pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on puisse en prendre soin, il faut, en fait, paradoxalement, qu'elle connaisse un moment de complication. Et pour produire cette méditation, je partirai de deux phénomènes. Alors les phénomènes, on n'y peut rien, c'est comme ça arrive comme ça. Hein. Je partirai de deux phénomènes, quoi qu'on en pense, qui arrivent, comme je vais vous dire, parce que ce sont des phénomènes. Donc je partirai de deux phénomènes qu'une histoire des arts et des techniques plus développée devrait me permettre d'établir davantage que je ne pourrais faire ici. Donc je vais sur le premier phénomène passer très vite. Ce premier phénomène, qu'aujourd'hui le design soit éventuellement sur d'autres positions est une chose, mais le fait est que c'est un phénomène, la simplicité a compté historiquement au nombre des valeurs auxquelles le design s'est tenu au temps où il entamait son aventure dans la société industrielle. Faire simple a été une ambition dont nous pouvons trouver la notion dans nombre d'écrits d'auteurs aussi différents, par exemple, et évidemment je ne vais pas être exhaustif, qu'Adolphe Floss ou Raymond Loewy. Si cette ambition a existé, c'est qu'on se trouvait pour commencer dans une situation où la simplicité ne régnant pas,
on pouvait évidemment envisager de travailler en ce sens. Et c'est précisément ce point que je viens de vous dire que permet de comprendre l'autre phénomène, le deuxième phénomène que je souhaite évoquer à l'instant, et qui concerne, lui, les conditions d'installation des inventions techniques dans les mœurs et dans la culture. En la matière, donc, comme je vous le disais juste en commençant, on ne commence pas par faire simple. Ce que j'appelle invention, et notez-le bien, j'y reviens, pas seulement innovation, je distingue entre les deux notions, c'est très important pour moi. Ce que j'appelle ici invention et pas seulement innovation, le 19e et le 20e siècle en ont connu un grand nombre. Le mot d'invention désigne en principe des capacités de mise au monde qui ne font pas qu'améliorer ou renouveler des procédures déjà existantes, sinon ça ne serait pas des inventions. Non, toute invention est pour ainsi dire une puissance de dépassement du monde comme il est déjà. Une puissance de dépassement du monde comme il est déjà. Ce qui est susceptible d'advenir à partir d'une invention, ce sont des réalités dont les inventeurs eux-mêmes n'ont pas idée. Pour me faire comprendre, ou pour tenter de me faire comprendre mieux, je vais prendre un exemple qui est toujours le même en ce qui me concerne quand je dois parler vite, comme dans des situations comme cet après-midi. L'exemple que je vais prendre est celui de la photographie, exemple historique de la photographie. Cette technique, la photographie, aura été une invention au XIXe siècle dans le monde des images. Je veux dire qu'elle aura été une invention dans un monde où l'on savait déjà faire des images. Elle aura été une invention dans ce monde pour cette raison que précisément, il faut que vous entendiez littéralement l'expression que je vais employer, elle aura été une invention pour cette raison que précisément elle aura permis de faire des images comme jamais. Par là, je veux dire que les mises en vue photographiques n'ont jamais été que superficiellement comparables à celles de cette autre et plus ancienne technique d'image qui était et qui est toujours la peinture. Il y avait déjà des images qu'on faisait avec la peinture quand est apparue la possibilité, par invention, de faire des images en photographie. En réalité, pour ainsi dire, dans leur profondeur, où j'y reviens malgré les apparences, les images dont la photographie était capable différaient ou pouvaient différer de celles dont la peinture était capable. Mieux et plus justement dit d'un point de vue historique, ces images photographiques étaient dès l'origine capables de différer de celles que produisait la peinture. Dès l'origine, elles étaient capables de différer. Mais qu'elles soient capables de différer dès l'origine ne signifie pas qu'elles ont différé effectivement dès l'origine. C'est toute la différence entre la puissance historique d'une invention et les phénomènes avec lesquels elle se manifeste à nous quand elle se met à exister. C'est précisément parce qu'il y avait cette capacité dès l'origine de la photographie à différer de la peinture que, s'en rendant plus ou moins compte, le sachant ou non, les contemporains avaient affaire à une invention et non pas à une innovation. Donc la différence que je vais établir très rapidement entre une invention et une innovation, c'est qu'une invention est une nouveauté technique qui recèle une puissance de différence, alors qu'une innovation est une modification, et pas une invention, une modification technique qui ne recèle pas une puissance de différence, mais qui cherche à obtenir le même résultat par un autre moyen. Avec une invention, vous allez à terme obtenir un autre résultat. Avec une innovation, vous cherchez le même résultat par un autre moyen. Donc, en fait, au fond, je casse le suspense. Je suis en train de terminer mon intervention avant de l'avoir produite. Ce que je veux dire, c'est que il est probable, il est même très probable, que pour qu'une invention soit reçue par nous, qu'elle s'installe dans la culture, il faut qu'elle commence par être interprétée comme une innovation qu'elle n'est pourtant pas. Voilà. Donc c'est compliqué.
exactement pour ça, parce que c'est compliqué, que c'est pas simple. J'y viens. Le problème, c'est que la capacité de différence, par exemple de la photographie à sa naissance, de toute invention par généralisation, le problème, c'est que la capacité de différence qui fait le propre de toute invention ne suffit pas nécessairement et probablement même ne suffit jamais à en garantir la réception. Il faudrait naturellement que je le montre au cas par cas. À défaut, je vous demande de considérer comme compréhensible logiquement, c'est l'heure de la sieste, hein, je sais bien, mais là, il y a un tout petit point d'effort logique. Après, ça ira mieux, je pense. Hein. Mais juste ce point-là, s'il vous plaît, suivez-moi. Voilà. Considérez, s'il vous plaît, comme compréhensible logiquement qu'un pouvoir-faire, une capacité à faire, un pouvoir-faire, je peux faire, hein, un pouvoir-faire, qui ne trouverait autour de soi aucun usage auquel il puisse correspondre, ce pouvoir-faire qui ne trouverait par hypothèse autour de soi aucun usage auquel il puisse correspondre serait bien vite mis au rebut et ainsi inutilisé et rebuté, il serait bientôt oublié. Il faut qu'il y ait déjà un usage possible pour qu'une invention soit reçue parmi nous. Le problème, c'est que l'invention est nouvelle et les usages, eux, par définition, ne le sont pas. La structure des usages précède les capacités techniques de l'invention. Or, pour que l'invention soit reçue, pour qu'on ne l'oublie pas, pour dire, en fait, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc, on va en faire quelque chose en l'assimilant, en l'accommodant à des usages qui la précèdent historiquement et qui donc vont obliger à ce que, d'une certaine manière, on ne prenne pas tout à fait conscience de sa capacité de nouveauté. Pour qu'une invention ne soit pas abandonnée aussitôt que produite, pour qu'elle soit bel et bien cultivée, il convient que pendant quelque temps au moins, elle s'insère dans une structure d'utilisation qui, par définition, lui préexiste. Les photographes des premiers temps n'ont assuré le succès de leur nouvelle technique qu'en liant aussi bien la fonction que l'esthétique de leurs images, des images qu'ils produisaient, à celles dont les peintres de leur temps tiraient déjà leur raison d'être. Ce phénomène nous oblige, me semble-t-il, à penser que, pour que nous puissions à terme faire cas d'une invention, il faut que, dans un premier temps au moins, cette invention donne le change à des capacités de production plus anciennes. Et bien sûr, si elle donne ce change, c'est parce qu'elle en est elle-même capable, c'est parce qu'elle ne vient pas au monde en étant déjà toute découverte dans sa spécificité. Si on voit bien, à part et poste, longtemps après, si on voit bien longtemps après que de nouveaux usages, voire de nouvelles mœurs, étaient en jeu dès l'apparition de l'invention, il n'en est pas de même sur le coup. C'est longtemps après le moment inventif que les choses se clarifient, c'est longtemps après le moment inventif que l'on situe l'invention comme telle et que finalement on en prend la mesure. Alors généralisons. Le changement de monde qui peut être consécutif à une invention ne se manifeste pas sur le champ. D'abord, la situation n'est pas simple. Je vais en prendre un autre exemple qui nous rapprochera d'ailleurs des conditions historiques à partir desquelles se sont forgés le design et l'architecture moderne. Je vais prendre l'exemple du ciment, qui a été inventé quelques années avant la photographie. Ce matériau a été utilisé comme liant en remplacement de la chaux bien avant que la découverte du béton aidant. Ses propriétés, les propriétés propres du ciment, ses propriétés structurelles, il a été employé bien avant que ces propriétés structurelles soient reconnues et plus encore manifestées justement dans l'architecture des modernes qui viendra, disons, 80 ans plus tard. Son statut dans cette période inaugurale n'est pas celui d'une invention stricto sensu, mais bel et bien celui d'une innovation. Je vous propose d'entendre particulièrement ce dernier mot, dans ce dernier mot « innovation », la valeur du préfixe « in » en latin « dans ». Innover
ce n'est pas faire du neuf de part en part, c'est aller à un résultat connu en insérant une disposition différente. Un argument juridique peut être apporté à l'appui de l'affirmation que je viens de vous donner. Le brevet qui est susceptible de protéger une innovation ne porte pas sur le résultat, qui est connu déjà, mais sur la procédure, mais sur la manière de parvenir à ce résultat. Le point que je voudrais vous faire noter, c'est que insérer, je viens de dire innover, c'est insérer. Voilà. Insérer, il y a encore le préfixe latin dans. Insérer, ça n'est pas exposer. Le ex latin veut dire sortir, au dehors, qui vient à la vue, qui prend aspect. L'opération d'insertion de l'invention, sa transformation, si vous voulez, en innovation, ne s'aperçoit pas toute dans le temps où justement elle n'est pratiquée que comme innovation. S'entretient pendant tout ce temps-là une sorte de confusion. Simplifier dans ce contexte, ce n'est pas améliorer la sécrétion de l'invention, je joue sur les mots, sécrétion c'est quelque chose qui suppose du secret. On peut sécréter des choses en secret, etc., sans que ça ait l'air. Bon. Alors, je conclurai là-dessus tout à l'heure. J'allais dire, Dieu sait si Dieu y est pour quelque chose dans l'affaire, ce que je ne crois pas, évidemment. Dieu sait si dans le monde d'aujourd'hui, des sécrétions de techniques, il y en a. Voilà. Et donc, la simplification, en tant qu'elle va s'opposer à la confusion initiale, invention-innovation, n'est pas une amélioration de la sécrétion de l'invention, c'est au contraire la mise en évidence. C'est alors je joue sur le mot, une découverte. Il y a une couverture, il faut l'enlever. Simplifier, c'est découvrir une invention qui est traitée en innovation. Je voudrais développer ce point tout en restant dans le temps imparti. Vous avez le temps. Merci. Nous acceptons de dire, je pense que comme moi, vous acceptez de dire évident ce qui se manifeste clairement et distinctement. D'ailleurs, au passage, le mot évident, il y a encore un jeu de mots latin, videor, vidant, et le ex, qui veut dire, en fait, ça saute aux yeux. Une évidence, c'est quelque chose, on ne peut pas ne pas voir. On ne peut pas ne pas s'apercevoir, si on généralise, aux autres sens que la vue. Donc, nous disons évident ce qui se manifeste clairement et distinctement. Si je raisonne bien, il me semble que je suis en train de vous proposer de faire un lien entre cette claire manifestation, l'évidence, et ce que j'appelle la simplicité. Pour l'essentiel, simplifier veut dire non pas tant déplier ou déployer que mener ou ramener à un seul pli. Alors j'ai fait des recherches linguistiques pour vous dire ça. C'est ça que ça veut dire, simple. L'origine du mot, ramener à un seul pli. Pas deux, un. Si simple s'oppose à complexe dans la langue, c'est en tant que les imbrications d'éléments qui font la nature du complexe sont excessivement compliquées. Le mot complexe lui-même veut dire plusieurs plis. Donc simple et complexe, ça s'oppose. Un seul pli, plusieurs plis. Mais en réalité, ce que je voudrais vous donner à penser maintenant, c'est que la véritable opposition ne se situe pas entre le simple et le complexe, mais entre le simple et le compliqué. C'est-à-dire que le compliqué, c'est des plis supplémentaires apportés à quelque chose qui structurellement suppose déjà plusieurs plis. Je vais essayer de vous donner, bien sûr, un exemple. Le paradoxe dont je cherche à vous faire prendre la mesure tient précisément à ceci que l'imbrication dans les plis de l'usage d'une invention, qui peut être en soi complexe, techniquement complexe, cette imbrication dans les plis de l'usage d'une invention qui peut être en soi complexe est susceptible d'être corrélée à une sorte de complication de l'invention elle-même. Il y a complication en tant que l'évidence, la clarté et la distinction n'ont pas lieu et que place est faite précisément à une certaine confusion. Compliqué, c'est ne pas mettre en évidence et confondre, et produire une confusion. Compliqué, c'est ça. Je ne dis pas complexe, je dis bien compliqué. Le repliement, il se trouve aussi, c'est encore une sorte de phénomène, or
il se trouve que le repliement de l'évidence par la complication, par exemple de ce qui est objectivement une invention mais qui n'est pas reconnu comme tel, sa complication, le repliement de l'évidence est aussi un facilitateur de réception. Nous n'adopterions aucun objet qui d'un côté nous serait à l'évidence étranger, pour lequel on n'aurait pas d'usage, et qui d'un autre côté ne nous semblerait pas faciliter le mode de vie dans lequel nous sommes installés. En fait, pour qu'une invention s'installe, il faut à la fois qu'elle donne le sentiment, je ne dis pas qu'elle facilite la vie, mais qu'elle donne le sentiment de la facilité. Autrement dit, qu'elle permette un accommodement à un usage déjà existant plus facile. Or, cette opération ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait une confusion technique quant à l'invention en jeu. Et donc, simplifier, enlever la confusion, ça va, d'une certaine manière, s'opposer à la facilitation de l'usage. C'est, si j'ose dire, faire de l'auto-ironie, assez compliqué, j'imagine, à comprendre ce que je suis en train de dire. Et pourtant, je pense que c'est très important. En tout cas, c'est paradoxal. Voilà. Mais c'est un paradoxe logique. C'est là ce qui est donc paradoxal. Je suis en train de montrer que simplification et facilitation, je suis en train de donner à penser que simplification, je suis perdu dans mes notes, que simplification et facilitation sont des notions et même des pratiques qui sont susceptibles de s'opposer. Pour faciliter, il faut en réalité bien souvent compliquer. D'ailleurs, si, changeant quelque peu mon champ de référence, je pense non plus à l'installation des inventions techniques, mais à certaines de leurs évolutions à long terme, les évolutions les plus économiques à vrai dire, je n'aurai pas de peine à vous faire constater qu'une automobile compliquée de nombreux équipements, celle d'aujourd'hui, est plus commode, plus confortable et pour tout dire plus facile à vivre que telle ou telle de ces devancières complexes, certes déjà sur le plan technique, mais assurément plus simple que celle d'aujourd'hui. La même observation vaut ou vaudrait pour le smartphone capable de faire des photos. Il est plus facile d'usage que l'appareil argentique d'antan, mais il est assurément plus compliqué structurellement. La logique à l'œuvre dans toute cette affaire est celle de l'accommodation. Cette logique, figurez-vous, est ambiguë, car dans accommoder résonne l'idée, c'est toujours la langue française qui parle, dans accommoder résonne l'idée de rendre conforme à ou de mettre en harmonie avec. Or, cette idée peut se prendre elle-même en deux sens. Elle désigne soit la situation où un récepteur se fait à ce qui lui arrive en modifiant ses propres formes et chaînes de réception, s'accommoder, je m'accommode, c'est-à-dire quelque chose m'arrive à quoi je ne m'attendais pas et je modifie mon état de pensée pour me faire à cette chose. C'est un premier sens d'accommoder. Il y en a un autre qui est celui où le destinateur adapte ce qu'il propose à des formes et schèmes de réception déjà opérants. L'adaptation par le destinateur, le fabricant, si vous voulez, de telle ou telle invention technique à des formes et schèmes de réception déjà opérants, c'est ça l'innovation dont je parlais tout à l'heure, et c'est ça aussi qui permet à l'invention de s'installer dans la culture. Il faut qu'il y ait un temps où la fabrication s'adapte aux formes de pensée, aux états d'usage que nous avons déjà, pour que, en effet, la nouveauté technique soit adoptée. Mais il faudrait un deuxième temps qui serait le temps de la découverte de l'invention, dans laquelle, en fait, il faudrait faire le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire, il faudrait que ça soit le destinataire qui s'adapte à ce qui lui est destiné, c'est-à-dire qui modifie ses propres schèmes de pensée. C'est ça, paradoxalement, le moment de la simplification. C'est-à-dire que la simplification technique, la simplification objective d'une situation technique n'est pas psychologiquement
précisément ce qu'il y a de plus simple à faire. C'est plus compliqué pour la réception, hein, en fait. C'est plus compliqué d'adopter la simplicité que d'adopter les facilités produites par certaines complications ou certaines confusions. Cette thèse, la thèse que j'ai à plusieurs reprises suggérée dans mon travail et dont tout ce que je viens de vous dire est une sorte de résumé, consiste à dire qu'on ne saurait faire l'impasse sur le second sens du mot accommodation que je viens d'évoquer, à moins de considérer arbitrairement, abstraitement, l'histoire des techniques et de ne pas prendre garde, en conséquence, au mode de leur expérience. Le développement de cette thèse, qui m'est chère, me conduit à distinguer, sinon tout à fait des phases, du moins des états. Le mode d'expérience global d'une technique en train de s'inventer est compliqué parce que le nouveau se mêle et même s'en mêle à des dispositions, ce qu'en langage classique on appelait une économie. Le nouveau se mêle et même s'en mêle à des dispositions anciennes, et alors dans cette phase ou dans cet état, le changement de capacité, de savoir-faire et plus généralement de mœurs n'est pas perçu dans toute sa puissance, il est sans évidence. Pour le dire autrement, il n'est pas découvert et les conditions d'usage de ce qui s'invente ne sont pas elles-mêmes à jour de ce qui s'invente. Il me semble utile de penser pareille découverte et pareille mise à jour comme retardée par ce que je viens d'appeler une économie des inventions. Je pense que l'économie des inventions retarde la mise à jour de nous autres avec ces inventions elles-mêmes. Oui, en effet, il est utile de parler de cette manière, me semble-t-il, mais c'est aussi aujourd'hui difficile à assumer. Y a-t-il parmi nous assez d'opérateurs aptes à considérer que les dernières inventions, l'informatique, le numérique, à partir desquelles nos vies se font aujourd'hui, y a-t-il assez d'opérateurs parmi nous aujourd'hui aptes ou d'accord pour considérer que ces inventions ne sont pas à utiliser, voire à employer de plus en plus facilement, mais qu'elles sont à découvrir? Sommes-nous d'accord pour nous dire que nous avons un travail à faire qui n'est pas d'aller dans le sens d'une plus facile utilisation de ces techniques, mais d'aller dans le sens de leur découverte? Pensons-nous suffisamment que la complexité de ces inventions, ces dernières inventions, est en réalité compliquée par des mesures d'obédience économique qui entendent précisément en rendre plus aisée la mise en œuvre? Bref, regardons-nous toutes ces dernières techniques comme susceptibles d'une allure plus simple. Je soutiens évidemment qu'il serait mieux d'aller dans ce sens. Il nous faudrait des découvreurs plus que des facilitateurs. Je ferai à cette fin, moi qui soutiens cette position, pour terminer, une suggestion dont l'exposé me fera revenir sur la notion de conformation que j'évoquais il y a quelques instants. Cette notion est certes nécessaire à l'analyse, mais elle n'est pas suffisante. Plus riche, je crois, est de penser en termes de convenance. C'est un mot que j'aime beaucoup, convenance. Je parle souvent les vieilles langues quand je parle français. Et convenance, outre que j'aurais tout un discours à faire sur la façon dont ça se disait dans le grec d'Aristote, ça m'intéresse beaucoup, mais ça vous intéresserait peut-être pas à cette heure-ci en tout cas. Mais convenir, ça veut dire littéralement venir avec. C'est ce qui vient avec. Qu'est-ce qui vient avec une invention? C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, il peut venir de la conformation à des usages, mais peut-être qu'il peut venir autre chose que de la conformation à des usages. C'est ça que j'appellerais la véritable convenance de l'invention. Ce qui convient, c'est peut-être ce qui va, ce qui sied, mais c'est aussi, comme je viens de vous le dire, ce qui vient avec. C'est le supplément, la convenance, c'est le supplément impliqué par cet avec qui fait, pour ainsi dire, le bagage des inventions. Restons, si vous voulez, pour terminer, dans ce régime métaphorique, le bagage des inventions, ce qui vient avec elles. Les humains sont des animaux
qui, en raison de leur nature technicienne, ne peuvent et même au fond ne savent vivre qu'en modifiant sans cesse, génération après génération, les milieux où ils se trouvent naître. Il en résulte qu'ils ne sauraient, ces animaux techniciens, ils ne sauraient vivre sans tout un accompagnement, sans tout un bagage d'objets dont ils ne cessent de modifier tantôt la composition, tantôt la nature même. L'ambition de simplifier ne vise pas à les priver, à nous priver de ce bagage, fût-il complexe. L'ambition de simplifier vise à faire en sorte qu'il ne soit pas lui-même encombré et alourdi. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez tout bien suivi, j'espère. Vous m'avez un peu perdu. Ouais, je le crains. Mais à un moment donné, j'ai presque cru que c'était du De Vos. Ah bah ça, Pour ceux qui ont la référence. Ça, c'est un peu rude. Pardon? Ça, c'est un peu rude. Quand même. Non, parce que c'était brillant, Ouais. ce qu'il faisait. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle sur cette intervention? Alors, faut-il plutôt innover ou inventer? Ah, Alors, la question qui m'est posée, c'est faut-il plutôt innover ou inventer? Alors, je répondrai que moi, ce que j'ai essayé de dire de façon probablement trop compliquée, c'est qu'il vaudrait mieux que nous, au moins que certains d'entre nous, s'attachent à découvrir. Voilà. Et donc, si je ne me suis pas exprimé clairement, je peux tenter de faire mieux, mais rapidement, bien entendu. Donc, moi, c'est ça le sens de mon propos, c'est de dire, nous avons... ça ne serait pas plus mal pour nous si au moins quelques-uns parmi nous cessaient de chercher à nous faciliter la vie et se mettaient à découvrir ce qui se joue vraiment dans les opérateurs techniques, c'est-à-dire les machines, les machins, les trucs avec lesquels nous vivons. Et je défie quiconque d'entre nous de savoir ce qui se passe au sein du téléphone portable qu'il a dans sa poche et qui est si facile à utiliser, qu'on a œuvré dans un sens de facilitation maximum. Voilà. Et nous ne savons pas ce qui se passe là-dedans. Voilà. Donc ma position, c'est ça. Ça serait bien si on se facilitait un peu moins la vie et qu'on se consacrait un peu plus à découvrir les inventions techniques. Alors après, pour votre question, les inventions, c'est la fin de mon propos sur nous sommes des animaux techniciens, etc. Les humains sont des êtres tels qu'ils ne peuvent pas ne pas se changer la vie régulièrement par des inventions, c'est-à-dire des mises au monde de capacités nouvelles. Voilà, on ne peut pas, le fait est, les humains n'auront cessé de modifier leur milieu de vie, c'est-à-dire d'y produire des inventions. Ensuite, ma thèse, qui demande évidemment pas mal de temps pour être parfaitement expliquée, c'est que toutes ces modifications ne peuvent pas nous arriver dans un premier temps sous l'allure de leur nouveauté la plus radicale. Voilà. Et il faut bien qu'elles se glissent dans des structures d'usage existantes. Ça, c'est une innovation. Voilà. Donc, ma position, c'est que je ne suis pas particulièrement pour les innovations. En tout cas, je suis radicalement contre la confusion intellectuelle entretenue depuis un certain nombre d'années entre innovation et invention. Et invention. Ouais. Plus personne ne sait qu'une innovation, ce n'est pas une invention. Voilà. Or, il me semble important, je fais des efforts, même si ce n'est pas clair, pour le faire entendre, c'est le fait de faire de l'innovation l'alpha et l'oméga de nos activités qui me fait réagir. Voilà. Quand tu dis découvrir l'appareil, qu'est-ce que ça entend? Qu'est-ce qu'on s'attend ou pas à trouver dans cet appareil? Qu'est-ce que ça veut dire de découvrir l'appareil? Je pense par exemple, il y a une chose autour duquel je cherchais, c'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple le design d'attention. Ce qu'on appelle le design d'attention, c'est ce très joli mot qui en fait veut dire comment perdre la personne qui lit un texte
ou une information sur son smartphone, parce qu'il va y avoir tout d'un coup, on va l'envoyer par un lien XYZ, une publicité ou autre, on va l'envoyer ailleurs. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le design d'attention, c'est-à-dire un énorme problème qu'on a tous, c'est-à-dire que non seulement, bien sûr, on est nous-mêmes curieux et on va d'une information à l'autre, mais en plus, il y a des designers dont c'est le travail de faire que le client retombe sur telle ou telle information. C'est-à-dire, c'est vraiment une... Voilà. Et donc, quand tu disais découvrir l'appareil, je me disais, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans cet appareil? Alors, je pourrais répondre, j'en sais rien, puisque je ne suis pas, moi, un découvreur. J'appelle de mes voeux des gens qui sauraient faire ça, que moi, je serais prêt, moi, je ne suis pas designer, mais je serais prêt, ceux-là, à leur dire qu'ils le sont, designers. C'est-à-dire, mais le design dont tu parles à l'instant, il me semble que dans son nom même, on peut comprendre, en tout cas moi je comprends, qu'il est, comme on disait il y a quelques années, centré utilisateur. Et ce que je suggère en douce dans mon propos de cet après-midi, c'est aux designers d'être un peu moins centré utilisateur et d'ouvrir un peu plus les machins et les trucs avec lesquels, c'est-à-dire comment ça marche. Voilà. Comment ça marche, quel relais il faut pour que ça fonctionne. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple un peu polémique. J'ai appris qu'une très très grosse entreprise qui fabrique des systèmes d'exploitation d'ordinateurs a l'intention de ne plus mettre ces systèmes à disposition des usagers, mais d'héberger sur le cloud, comme on dit, qui n'est pas du tout un truc nuageux, c'est des machines, c'est des gros machins. Donc il faudrait savoir où ils sont, combien ils coûtent d'énergie, enfin bon, il y a tout un travail à faire. Donc à l'intention de finalement produire des ordinateurs qui seraient juste, ça serait juste des relais avec le cloud. Et même le système d'exploitation, on ne l'aurait plus chez soi dans sa machine, on le louerait. On le louerait. On tiendrait des locataires de tout ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple? Alors apparemment, ça sera aussi facile d'usage d'être dans ce système économique que je viens de décrire, ce sera même peut-être plus facile d'usage. Voilà. On aura peut-être des machins un peu plus légers à transporter, mais est-ce que ce n'est pas plus compliqué techniquement? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça suppose en infrastructure qu'on n'a pas sous les yeux, certes, mais qui sont indispensables pour que tout ça, ça fonctionne. Donc, en fait, ce que je pense, c'est que les grands diffuseurs d'accès à Internet sont des complicateurs de techniques qui sont par nature complexes. Mais ça, ce n'est pas un problème. Un moteur d'automobile, une automobile, c'est forcément un objet technique complexe, puisqu'il faut associer un moteur à diverses fonctions. Donc, littéralement, c'est du complexe. Mais ce n'est pas compliqué. En tout cas, les automobiles, à un moment de leur existence technique, sont des objets complexes, mais pas compliqués. Elles sont maintenant des objets complexes et compliqués. Et donc, un certain nombre de progrès dans la facilitation de l'usage de l'Internet sont en train de nous compliquer la vie, c'est-à-dire de compliquer des opérations déjà complexes en soi. Voilà. J'attends de ce que j'appelle une découverte que des solutions techniques, pratiques, puissent opérer contre ça. Voilà. Mais est-ce que l'utilisateur est en attente de ça? Alors, si vous me dites l'utilisateur en tant que tel n'est pas en attente de ça, parce que l'utilisateur en tant que tel, il attend que ça soit facile, l'usage, bien sûr. Mais moi, ça m'est arrivé d'écrire que je ne voulais pas qu'on m'injurie et qu'on me traite en permanence d'usager. Je ne suis pas, en tant qu'être humain, essentiellement un usager. J'ai bien d'autres rapports à l'existence que celle de l'usage. Parfois, oui, je suis un usager, mais je ne suis pas que ça. Et donc, c'est peut-être une question de savoir à quoi on se confie dans l'humanité. Est-ce qu'on se confie au fait qu'il va falloir nous développer en tant qu'usagers, ou bien est-ce qu'on peut nous développer en tant qu'humain? Et donc, par exemple, un humain, ça aime bien être étonné, ça aime bien être attentif, ça aime bien savoir. Enfin, il y a plein d'autres choses qui appartiennent à l'humanité que faire des usages. Bonjour, je suis là. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous pensez, comme Étienne Klein, qui fait une différence entre l'innovation
qui est pour lui mortifère et le progrès, que l'invention, du coup, serait plus du côté du progrès? Moi, alors, progrès est pour moi une notion complexe, difficile plutôt. Et je me contenterai de dire que nous sommes ainsi faits, nous les humains, que même si nous le voulions, nous ne pourrions pas nous empêcher d'inventer des trucs et des machins. Depuis la nuit des temps, les humains inventent des trucs et des machins. Voilà. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et même on pourrait peut-être penser que ceux d'entre nous qui sont privés de la possibilité d'inventer quelque chose dans leur travail sont en fait restreints dans leur humanité. Donc des inventions, on peut pas, je ne crois pas qu'on puisse éviter qu'il y en ait. Est-ce que ça fait progresser? Alors qu'est-ce que ça veut dire progrès au juste? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait s'entendre pour dire une chose est sûre, c'est que ça change la vie, les inventions. Ou plutôt que ça peut changer la vie. Et d'ailleurs, ma thèse est que dans un premier temps de leur usage, elles ne changent pas la vie. Elles sont employées comme des innovations, etc., des facilitateurs d'usage. Ouais. Et que peut-être c'est quand même bien. Alors est-ce que c'est un progrès? Autrement dit, est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui qu'avant? Je dirais qu'on n'est pas dans les mêmes équilibres. Voilà. On n'est pas dans les mêmes façons d'équilibrer les exigences de nos vies. On fait ce qu'on peut. Mais ceux qui nous ont précédés dans le monde, ils faisaient aussi ce qu'ils pouvaient. Voilà. Donc je ne juge pas. Ni ceux qui nous ont précédés, ni a fortiori ceux qui nous suivront, parce que je ne serai pas là pour savoir ce qui se passera. Donc je ne sais pas si c'est un progrès. Je dis simplement que nous ne pouvons pas ne pas, comment dire, nous ouvrir à des modifications existentielles. Voilà. Et peut-être qu'il y a du bien qui peut arriver dans tout ça. Le rôle de la machine, de l'intelligence artificielle dans tout ça, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, l'invention va être entre les mains de machines? Alors moi je pense que pour le moment l'intelligence artificielle, d'ailleurs très mal nommée, mais enfin c'est trop tard, hein, on peut plus c'est pas du tout intelligent. En réalité, moi je définis l'intelligence que par la capacité de lire entre les lignes, ce qui est une étymologie un peu tordue, mais quand même du mot latin interlegere. Lire entre les lignes, par définition, les machines qu'on appelle intelligence artificielle ne le peuvent pas. Ça leur est radicalement, pas interdit, mais impossible. Bon, donc des tas de choses comme ça prouvent qu'elles sont pas vraiment intelligentes, elles peuvent pas faire des jeux de mots, en tout cas, bon. Mais en tout cas, pour le moment, s'il y a une invention là-dedans, et probablement il y en a une, elle n'est pas découverte, on est en pleine phase de mise en usage, de facilitation de l'invention par hypothèse recelée, mise au secret dans cette affaire, et on le voit bien par le fait qu'en réalité, pour le moment, l'usage de ces intelligences, ça sert à remplacer des postes de travail que d'ailleurs déjà on a rendu assez bêtes, hein, puisque dans les entreprises où l'intelligence artificielle se déploie, on avait déjà structuré le travail de telle façon que les humains qui étaient assis à des postes de travail se comportaient comme des machines. Hein, c'est-à-dire ils n'avaient pas le droit de dire, quand on les appelait au téléphone, autre chose que telle ou telle phrase. Bon, ils sont donc déjà en situation d'être remplacés. Donc je dirais ça pour le moment. Les techniques qui sont au sein des intelligences artificielles sont employées à des fins de faciliter un certain nombre de tâches déjà existantes. Et nous attendons que ce qu'il y a de neuf éventuellement dans ces techniques soit découvert. Ça ne l'est pas pour le moment. Merci beaucoup. Merci Pierre Damien.